Bonsoir à tous, donc bienvenue pour cette fin d'année encore une fois dans votre émission particulière cette semaine puisque nous allons faire une spéciale avec le Prums que nous recevons directement en plateau. Donc comme vous le savez déjà, nous vous présentons toujours un Guadeloupéen qui a réussi, donc une personnalité pour suivre un petit peu son parcours et que vous puissiez voir qu'il est possible d'entreprendre, de créer, de faire des choses en Guadeloupe. Et cette fois-ci, nous avons mis donc quelqu'un quand même d'assez particulier puisque nous l'avons reçu pour pouvoir décortiquer avec vous l'entrepreneuriat local. Donc on va traiter vraiment ce qui s'est passé ces dernières années et surtout ce qu'il faut mettre en place pour l'année à venir, déjà savoir comment on attaque 2020. Donc nous recevons en proms aujourd'hui, donc sur le plateau, Monsieur Patrick Vialcollet, pardon, excusez-moi, Monsieur Patrick Vialcollet. Alors, pour les gens, je sais que vous êtes déjà connu en Guadeloupe, surtout que vous avez quand même déjà une certaine présence, on va dire, sur la scène médiaco-politique. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, que les gens sachent quel est votre parcours, ce que vous avez fait et surtout ce que vous faites? Tout d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors, je m'appelle Patrick Vialcollet, je suis marié, je suis père de 2 enfants. J'ai toujours œuvré dans l'entreprise dès mon plus jeune âge, plus particulièrement dans ces métiers de service, donc l'hôtellerie, la restauration. J'ai pas mal exercé de mandats parce que j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à la vie publique, à l'intérêt général. Donc j'ai été entre autres à l'aéroport, au port, j'ai été président du MEDEF Guadeloupe, donc UDE MEDEF Guadeloupe, et président du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, et maintenant président de la CCI des îles de Guadeloupe. Et c'est vrai que j'ai une passion toute particulière pour l'entreprise dès mon plus jeune âge. D'accord, alors justement, c'est pour ça que nous vous avons fait venir ce soir, puisque nous allons un petit peu décortiquer l'entrepreneuriat qui s'est passé, alors je dirais pas pendant ces 10 dernières années, mais on va essayer de voir avec vous quelles sont les évolutions qu'il faut mettre en place et quel est votre avis, ce que vous pensez sur l'entrepreneuriat qu'il y avait ces derniers temps en Guadeloupe. Comment vous avez vécu ça? Alors faut bien comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur par rapport à un salarié ou quelqu'un qui agit dans la fonction publique, c'est-à-dire le salarié public ou salarié privé. C'est quelqu'un d'abord qui aime créer et qui aime le risque, approcher le risque, appréhender le risque. Souvent, on veut le faire passer comme quelqu'un qui a l'appât du gain. Ça en fait partie probablement, mais je pense que c'est pas l'essentiel. Et puis Non, il faut il aussi. faut quand Non, même. je suis pas là pour dénaturer le fait qu'un entrepreneur quelque part, il veut que son entreprise réussisse. Mais Voilà. entre réussir et le vouloir toujours plus de l'argent, c'est autre chose. Oui, nous sommes d'accord. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui sent qu'il y a un projet qui l'anime. Je dis ça tout le temps, mais je vais le répéter, celui où, quand il se réveille la nuit, c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qu'il veut encore écrire, qu'il n'a pas peaufiné, et c'est toujours son projet d'entreprise. Donc il va, s'il a souvent aller voir des amis pour lui demander de lui prêter un peu d'argent pour former son capital, sa famille, et au final il va entreprendre. Alors il faut savoir que l'entreprise, bien souvent, c'est quelque chose de relativement difficile puisque dans les premières années, une entreprise sur deux finalement périclite. Oui. Alors, beaucoup de raisons à cela, des fois un peu de précipitation, un manque de fonds propres, carnet de commandes qu'on a espéré beaucoup plus important qu'il ne l'a été en réalité, des charges mal contrôlées. Tout ça fait que ben, la prise de risque n'a pas été celle qu'on imaginait. Et au final, eh ben, l'entreprise a tout simplement fermé ses portes. En Guadeloupe, si vous voulez, c'est un peu particulier. Pendant très longtemps, probablement, je pense par aspiré de sécurité, la fonction publique a attiré. Oui. Beaucoup de fonctionnaires, la plupart des Guadeloupéens aspiraient à être profs, travailler dans la fonction publique, peu importe où. Petit à petit sont venues les professions libérales. Je pense aux médecins, aux huissiers, aux avocats et à d'autres, aux notaires, qui sont des professions déjà où on touche un peu à l'entreprise, puisque ce sont des professions où chacun est son propre Son patron. propre patron. Et puis après, petit à petit est venue l'entreprise,
Je rappelle qu'au départ, c'était surtout beaucoup les métropolitains, les béquets qui avaient des entreprises. On se rappelle de cette époque. Et puis, les Guadeloupéens ont pris goût à l'entreprise. Alors moi, j'ai envie de leur donner encore plus l'envie d'entreprendre. Je dis toujours, c'est pas une chose facile. Ça s'apprend pas vraiment. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a un mode d'emploi pour l'entreprise. Il n'y en a pas. Il y a probablement un mode d'emploi pour savoir comment monter une entreprise. Je dis toujours, l'entreprise, c'est quelque chose, c'est un peu le compte de la famille en plus grand. Hein. C'est des recettes, des dépenses. Il faut jamais dépenser plus que les recettes. Il faut faire très attention à cela. Et puis avec pas mal d'obligations. Et c'est peut-être là que le bas blesse. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est que je trouve que les entreprises ont beaucoup trop d'obligations, devraient être un peu plus libérées. Parce qu'un chef d'entreprise qui crée de la valeur, qui crée de la richesse, on se rend compte qu'il y a pas mal de pays où il n'a pas de contraintes. Nous sommes d'accord sur et en métropole, plus j'entends le terme simplification, plus ça se complique. Effectivement, nous allons en parler justement tout à l'heure, puisque c'est vrai que c'est tout un système qui est difficile pour les entrepreneurs. En France aussi, en Guadeloupe aussi, puisque nous sommes régis sous les mêmes lois de toutes les façons, donc pour le moment. Et effectivement, dans les pays anglais, donc moi, ça m'arrive souvent de prendre l'exemple des anglophones. C'est beaucoup plus allégé, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir, de fermer. C'est beaucoup plus simple pour la personne qui veut de créer une société. Ça, c'est évidemment un point sur lequel il faudrait peut-être voir comment on peut améliorer ça. Alors, par contre, moi, je voudrais qu'on ouvre donc déjà la première grosse question que je vais vous poser, qui est la même que ce qu'on a posé à Monsieur Gabriel Foy lorsqu'il est venu, le président de la Chambre des métiers, puisque c'est vrai que c'est vous, donc les entrepreneurs, qui êtes vraiment les créateurs d'emplois sur le terrain. Donc il faut vraiment faire un bilan de ce qui se passe dans nos sociétés, de comment améliorer ces situations. Donc vous avez eu une interview il y a quelques années et vous avez dit, je vous cite, j'ai un vœu permanent, résorber ce chômage qui est la gangrène de la Guadeloupe, plus qu'en métropole. J'ai envie de dire aux entreprises que nous avons ici plus qu'ailleurs une mission citoyenne qui est de faire en sorte de résoudre ce chômage. Souvent, je rêve que si chacune de nos 20 000 petites entreprises pouvait créer un emploi, cela ferait 20 000 emplois. Donc, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre bilan par rapport à ces dernières années? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour les années à venir de manière à ce que les gens puissent embaucher? Parce que lorsque vous nous parlez là de charges, c'est vrai qu'un entrepreneur qui a des charges ne peut pas forcément employer une personne. Donc effectivement, c'est le premier problème qu'il faudrait résoudre, surtout chez nous ici au milieu local. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez du fait que nos jeunes à nous, d'ailleurs, vous le disiez vous-même dans cette même interview, ont les qualifications puisqu'ils vont se former ailleurs. Donc, des fois, ils essayent de revenir pour pouvoir travailler chez eux, mais ils n'arrivent pas à trouver un emploi alors que d'autres jeunes d'autres régions, des fois, arrivent, eux, à trouver les emplois. Ils sont même, depuis quelques années, directement recrutés en métropole. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour éviter que ça arrive et que nos jeunes puissent travailler et que nos entreprises puissent employer nos jeunes pour faire baisser le fameux chômage que nous avons chez nous, justement? Bon, dans vos propos, il est dit beaucoup de choses, mais j'en retiendrai pour ma part le fait que le chômage, c'est la gangrène du pays. Oui. C'est pour des familles qui ont investi dans leurs enfants en les envoyant à l'école, en leur faisant faire des études, et les voyant un peu désœuvrés en ne trouvant pas de travail, obligés de quitter la Guadeloupe pour aller ailleurs. C'est quelque chose qui est toujours un peu déchirant, difficile. Et il y a une particularité, et je voudrais essayer de simplifier ce que c'est que l'emploi, parce que souvent, on pense que pourquoi les entreprises n'emploient pas, on va baisser les charges pour qu'elles emploient. Enfin, et je vais essayer de démystifier tout ça. D'accord. En fin de compte, une entreprise n'emploie que quand elle a un carnet de commandes et elle a de l'activité. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise croît en activité ou a plus d'activité? C'est qu'elle est compétitive. Et c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer parce que souvent j'entends baisse de charges, cadeau au patronat.
je vois absolument pas le rapport. Lorsque vous baissez des charges, ça veut dire que l'entreprise va être plus agressive, va avoir des prix plus bas. Donc ça se traduit mécaniquement par plus de pouvoir d'achat pour ceux qui consomment parce que le prix baisse, plus de compétitivité, donc moins tendance pour le consommateur à aller acheter ailleurs, et donc plus d'activité pour nous. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je lie souvent la compétitivité à l'activité, c'est que si vous n'êtes pas compétitif, ben vous n'allez rien vendre, et à un moment donné, ne vendant rien, vous n'avez aucune activité, même si l'emploi est gratuit. Mais si vous n'êtes pas compétitif, vous n'embaucherez personne puisque vous n'avez pas de commande. C'est une grande différence avec ce qu'on appelle l'emploi public, qui n'est pas un emploi marchand. Quand vous êtes dans une collectivité, ou pour faire plus simple, dans une commune, vous ne vendez rien en soi. Oui. On vous confie une mission de service public pour lequel vous allez exercer, c'est couvert par vos impôts. Il n'y a pas vraiment de compétitivité. Il y a une masse monétaire qui vient de la poche des citoyens à travers l'impôt, qui est là pour couvrir des frais d'investissement et des frais de fonctionnement. Et on sait bien qu'en Guadeloupe, malheureusement, beaucoup de communes, peut-être en essayant de résorber le chômage, en se disant qu'il faut aider ceux qui ont des difficultés, se sont retrouvés à avoir plus de salariés qu'il n'en faut, et maintenant, malheureusement, ont du mal à les payer. Oui. Dans le privé, ça se passe quasiment jamais. Parce que si vous commencez à prendre des personnes pour lesquelles vous n'avez pas de travail, la durée de votre entreprise, elle va être extrêmement courte. 2-3 mois plus tard, vous ne pouvez plus payer personne. Comme les gens que vous avez embauchés, ben, ils ne comprennent pas pourquoi vous les avez embauchés et que vous n'avez pas de travail et ils vont vous rendre responsable, ben, votre entreprise, ses jours sont comptés. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Donc si on veut résorber le chômage, il faut arrêter de faire peser de l'impôt sur l'outil de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impôt de production. Il faut baisser les charges des entreprises de telle manière qu'elles puissent être extrêmement compétitives et attractives, et ce faisant, faire en sorte qu'il y ait le maximum de clients. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut commencer à faire en sorte qu'on résorbe le chômage. En sachant, bien sûr, que le chômage est aussi un aspect mécanique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout dépend combien de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi et combien de personnes qui en sortent. Oui. Et donc, nous, on a une situation qui n'est pas si simple parce qu'on a, à un moment donné, on a une population extrêmement vieillissante. Ça veut dire qu'on aura moins de consommateurs, moins d'activités. C'est encore plus pénalisant en Martinique. Mais quand vous avez une population qui, finalement, diminue, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir moins de consommateurs. Et ce sont des gens qui partent à la retraite, donc qui sont, ce qu'on dit, en vieillissement, puis après qui seront en fin de vie, et on n'a pas autant de personnes qui arrivent mécaniquement en tant que personnes consommateurs. Et donc on va avoir une situation un peu difficile pendant un certain nombre d'années où si rien ne s'inverse, on va avoir bien sûr une population qui va diminuer, plus de mortalité que de naissance, et donc il va avoir une complexité qu'il faudra résoudre, c'est-à-dire moins de consommateurs et toujours plus d'entreprises. Alors justement, c'était exactement ma deuxième question, puisque selon l'INSEE, notre jeunesse a un vrai problème de surclassement. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le surclassement, enfin que le déclassement, pardon, c'est lorsqu'on a par exemple un bac+5 et qu'on occupe un poste, par exemple payé au SMIC, où il suffit d'un bac+2, par exemple, pour pouvoir occuper le poste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occuper un poste de cadre, par exemple. Et selon l'INSEE, donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, vous avez parlé aussi de la Martinique, donc il y a un cas, les derniers chiffres là qui sont sortis en décembre 2018, puisqu'il faut savoir, bon vous le connaissez déjà, mais j'explique aux téléspectateurs que lorsqu'on parle de chiffres et d'économie, on parle en N-1, puisque forcément, les chiffres de cette année ne sont pas encore sortis. Donc justement, l'INSEE estime qu'il n'y a aucun changement depuis 2014, puisque ça fait un moment que nous... Alors ça, ce sont les chiffres de Guadeloupe, je précise bien. Ça fait un moment que nous sommes dans cette situation, car les chiffres de 2018 sont toujours les mêmes.
Il indique qu'en Guadeloupe, 4 actifs sur 10 sont en situation de déclassement scolaire au début de leur carrière professionnelle. Donc c'est dans les catégories socio-professionnelles les plus modestes, donc ouvriers, emploi, que l'on trouve le plus de déclassement justement. Et tout ce qui est artisan, agriculture, commerçants et chefs d'entreprise aussi, donc subissent aussi le déclassement. Et les bacheliers, les diplômés de CAP, de BSc et Bac+5 sont de plus en plus concernés et ils parlent dans le rapport de cette fameuse retraite dont vous parlez, comme quoi que le problème qu'on a s'expliquerait, selon eux, en partie par une forte représentation des seniors non diplômés dans la population active, à laquelle s'ajoute la réforme des retraites. Alors, je précise que c'est pas la réforme des retraites sur laquelle le gouvernement est en train de débattre actuellement. D'ailleurs, on ne va pas rentrer du tout dans ce sujet-là, mais c'est la réforme que l'on a actuellement. Donc, ça veut dire que c'est un point que l'on ne pourra pas arranger, puisqu'on ne va quand même pas reprocher aux gens qui travaillent pour l'instant d'occuper les postes. Mais ça veut dire que au niveau du remplacement, donc ça revient à la question que je posais tout à l'heure. Lorsque les seniors ou que les personnes, bon, déjà qui ne sont pas diplômées, vont quitter, il va falloir embaucher des jeunes qui sont qualifiés. Donc maintenant, c'est comment faire pour que notre jeunesse à nous, ça peut peut-être aider à faire baisser le chômage, puisse, elle, occuper ces postes. Donc, vous avez déjà expliqué tout à l'heure, déjà, il faut avoir des commandes. Donc, ça veut dire clairement que la première chose, c'est que nous, Guadeloupéens, il faut qu'on consomme déjà dans les entreprises guadeloupéennes. Ça, il n'y a pas photo. Je pense que vous allez être d'accord avec moi sur ce point-là. Donc, la première chose à faire pour nous, pour faire baisser le chômage, c'est de consommer, que ce soit local ou bien chez nos artisans, chez nos agriculteurs, de consommer au niveau de notre économie à nous. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer, par exemple, se faire baisser cette fuite de cerveau en mettant en place au niveau local, par exemple, de la qualification? Parce que c'est vrai que lorsque les jeunes partent pour être diplômés, pour faire des filières ailleurs, en général, c'est là qu'ils prennent la décision de ne pas revenir. Alors, ou plus de formation peut-être sur le terrain. D'abord, pire que le déclassement, c'est lorsqu'on n'a rien du tout, c'est-à-dire qu'on est au chômage. Oui. Parce que, si vous voulez, le déclassement, bien sûr, essayer de trouver du travail qui est à la hauteur de son diplôme, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime et on comprend bien que chacun puisse aspirer à cela. Mais à un moment donné, une entreprise, elle crée un emploi parce qu'elle a une activité qui lui permet de créer cet emploi et elle va rechercher quelqu'un pour l'occuper. Et la plupart du temps, ce qui la préoccupe, c'est que cette personne soit opérationnelle. C'est pas le diplôme qui rend opérationnel, c'est souvent l'expérience, qu'est-ce qu'on a fait avant, etc. Donc le premier emploi, c'est souvent celui où on va se frotter à l'entreprise. Bon, il y a eu bien sûr auparavant l'apprentissage, les stages, etc., où on se frotte à l'entreprise. Mais à un moment donné, quand on aura terminé son cursus, quel que soit là où il s'arrête, des gens qui s'arrêtent très tôt, qui font des bacs pro, qui sont plus vite dans la vie active. Mais je comprends bien que beaucoup de personnes voudraient que les entreprises puissent prendre des Bac+5, Bac+6, Bac+7, mais la problématique, elle va pas être là. Est-ce que c'est pas mieux de former nos jeunes en fonction des emplois qu'il y a? Non, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Faut pas qu'on tire comme ça un trait. Lorsque vous faites vos études, vous n'avez pas en tête de vous dire je vais faire quelque chose uniquement parce qu'on m'a dit que c'est là qu'on va trouver du travail. Oui. Vous avez quand même vous-même une aspiration et quelque part cette aspiration elle est très importante parce que si vous êtes très motivé, il n'y a quasiment pas d'endroit où il n'y a pas de travail quand on est motivé. Oui. Je pense que, et là, la transition est toute faite. Je crois que quand même, sans jeter la pierre, je voudrais pas non plus tomber dans la facilité de dire les chômeurs, c'est parce que finalement, ils se donnent pas les moyens de trouver du travail. Je dirais pas ça. Oui. Parce que je sais que c'est difficile. Mais par contre, je me permets de dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des salariés et qui n'en trouvent pas. Et en même temps, vous avez probablement un certain vivier de gens qui pourraient prendre ces postes et qui finalement, pour des raisons qui nous échappent ou des fois des raisons qui ne sont pas franchement avouables, fait qu'on a un marché du travail où on a des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de travail
et des entreprises qui recherchent des salariés. Donc Mais on est-ce a qu'il quand ne même faudrait là... pas développer la formation locale justement sur le... C'est au moins... c'est pas qu'un problème de formation. Prenons mon cas pour être très concret. Oui, Parce que des fois, il faut qu'on parle en général et on faut un petit peu appliquer le cas. Je fais un métier qui s'appelle l'hôtellerie. Ce métier, il est très simple. Il faut partir du principe que la plus grosse activité, c'est quand les autres sont en vacances. oui, Donc, nous arrivons à cet instant, au moment où les fêtes de fin d'année, le 24 décembre, le 31 décembre, donc le réveillon et le nouvel an, là où à un moment donné, on va avoir le plus d'activité. Et à quoi pensent la plupart des gens qui travaillent? C'est qu'ils souhaiteraient plus s'amuser que de travailler. oui. Mais le problème, c'est que Effectivement. si tout le monde s'amuse, En même temps, qui va fabriquer l'amusement? oui. Qui va s'occuper des gens qui veulent s'amuser? Donc, je peux comprendre que ce sont des métiers qui ont certaines contraintes. On travaille beaucoup plus le samedi et le dimanche que la semaine. Et que, bien sûr, un certain nombre de personnes se disent, mais oui, mais moi, la semaine, mes enfants vont à l'école, donc le week-end, je vois pas pourquoi je vais travailler. Mais c'est comme ça. Et comme la destination Guadeloupe reçoit de plus en plus de touristes, il y a de forts débouchés dans tous ces domaines de restauration et d'hôtellerie. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a trop de contraintes. C'est vrai que le transport n'y est pas forcément très organisé, que le week-end, il n'y a pas vraiment de transport, que la nuit, quand on finit au restaurant 11h30 ou minuit, c'est pas les choses les plus faciles pour rentrer chez soi. Mais enfin, il y a de l'activité, il y a du travail. Donc, il faut à un moment donné que chacun puisse se dire que on peut aspirer à faire quelque chose, mais si on ne trouve pas du travail là où on cherche et qu'on a la qualification pour faire d'autres types d'activités, il faut le faire. Oui, sur ce point, oui, sur ce point, je suis Ouais. d'accord forcément, je Oui, suis mais, forcément d'accord avec vous. Il faut occuper les emplois vacants. Mais, oui, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même vous dire il y a 28% de chômage et je pense qu'il y a à peu près au moins 5% sur ces 28%, voire plus, qu'on de, pourrait réduire bien sûr, avec les emplois vacants. mécaniquement, Bon, ben ça, c'est avec une bonne peut-être des chose déjà. formations, avec se rendre. Il y a quand même beaucoup de métiers où Alors, on n'a pas besoin de formation, j'allais dire, si pointue. Et une fois qu'on est dans l'entreprise, parce que c'est là où je pense qu'il y a un drame en France, c'est que soit on fait le métier pour lequel on est qualifié, avec bien sûr le salaire qui va avec, soit on fait rien du tout parce qu'on a un système assez généreux pour rester sans rien faire pendant une durée. oui, Lorsque les pays n'ont... Alors, et on prend l'habitude, finalement, de ne pas travailler. Et quand après on fait un curriculum vitae, il y a des trous que les chefs d'entreprise n'aiment pas trop. Parce que le chef d'entreprise, il dit, peu importe le trou, mais plus il est court, plus ça veut mieux dire que la c'est, oui, personne est capable de retrouver du travail. oui. Et donc ça démontre une certaine motivation, le fait que la personne se débrouille, quoi. Elle a de la volonté, elle est active. Et puis quand on voit des gens qui ont quand même des périodes assez longues sans activité, on se dit, oh, c'est pas des gens qui sont très dégourdis. Et le système encourage ça, qu'on le veuille ou non. Ça, je suis d'accord sur ce Il faut point. qu'on le dise. On peut pas Oui. rester. Alors chaque fois qu'on dit ça, on se dit ah oui, vous vous rendez compte, il sait pas ce que c'est que le chômage, il a jamais connu ça dans sa vie. S'il savait ce que c'était, c'est dur. Je ne suis pas en train de dire qu'être au chômage, c'est un plaisir. Je suis en train de dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont au chômage et qui s'y complaisent. Oui, ça, on peut. Oui, il y a forcément des gens qui n'ont pas spécialement envie de travailler. Et d'ailleurs, pour les autres qui ont envie de travailler, c'est pour ça qu'on les encourage à essayer d'entreprendre. Parce que des fois, lorsque c'est difficile de trouver un métier, on peut peut-être, si on a une bonne idée, créer Alors, justement une permettez-moi de entreprise. vous arrêter tout de suite. Ça, j'y Allez-y. crois pas une seconde. Voilà. Quelqu'un qui se dit je crée mon propre travail parce que j'ai pas trouvé de travail, c'est voué à l'échec. Vous Quand pensez? quelqu'un veut, ah, j'en suis sûr et certain. Quand quelqu'un veut créer une entreprise, c'est que c'est un projet très fort, et D'accord. c'est pas une alternative. C'est pas si vous commencez à partir du principe, ben comme j'ai pas trouvé de travail, je vais me créer le mien. Moi, je crois pas beaucoup à ça. D'accord. Je crois beaucoup plus à quelqu'un qui va dire Qui je a peux pas mûri un travailler pour projet. quelqu'un d'autre parce que Sur ce point, par j'ai quelque contre, chose oui. qui m'accapare j'aurais j'aurais bien rentré dans ton entreprise, mais là j'ai pas le temps parce que j'ai quelque chose qui me lâche plus et qui est plus important que ton entreprise. Ça, Et sur ce point, je suis d'accord avec c'est vous. ça Là, je peux pas l'entrepreneur. vous dire le contraire. On n'est pas entrepreneur par défaut, hein.
Ça, Oui. rappelez-vous, je pense que ça ne peut pas marcher. Surtout que c'est dur et qu'il faut beaucoup d'efforts. Il faut même beaucoup plus d'efforts que Puis lorsqu'on vous avez travaille des pour quelqu'un. entrepreneurs, c'est un peu comme les sportifs, hein. Mhm. Ils sont tombés une première fois, ils se sont relevés, Nous ils sommes sont d'accord. repartis. Ils sont en difficulté, mais ils y croient encore. Et puis ils se battent, et puis ils remettent de l'argent, et puis ils vont encore voir des gens pour C'est les vrai, aider. Et puis justement. voilà. On lâche pas comme ça. Et puis c'est un projet, c'est souvent un projet de vie, une entreprise. Oui, non, ça, c'est vrai que je suis d'accord aussi sur ce point. C'est vrai que c'est difficile d'entreprendre et que tout le monde ne peut pas entreprendre dans ce cas. Mais il faut bien quand même qu'on essaie de trouver une solution pour résorber notre chômage. Est-ce qu'il n'y a Oui. rien qu'on peut faire concrètement? Ben, vous avez plein de choses. Je vous ai dit simplifier la vie des entrepreneurs de telle manière qu'on crée des entreprises plus facilement, qu'il y ait moins d'administration, moins Oui, de taxes, moins de papiers en recommandé qui arrivent chez ces oui, entrepreneurs, que des fois ils osent même pas les ouvrir parce qu'ils se disent c'est oui. quoi encore. À payer, oui. Qu'est-ce qu'ils vont me demander à payer, alors que de toute façon s'ils ne le payent pas, il va en plus avoir une amende parce qu'on va leur dire vous allez prendre 10% parce que vous n'avez pas payé ceci, cela. Alors que dans certains pays, ils ont simplifié les choses. Bon, pendant, allez, 2, 3 ans, vous recevez pas de courrier, pas de recommandé, parce que pas de taxes. On vous dit, vous avez une petite entreprise, déjà quand ça arrive à payer ses salaires et ses investissements, c'est déjà bien. Même pas d'impôts, parce que de toute façon, elle ne gagne pas d'argent. Donc l'État, vous savez, Oui, quand vous imposez pas une entreprise qui gagne rien, vous perdez rien, puisqu'elle oui, n'aurait pas payé d'impôts. Donc la vraie question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'environnement que nous avons est propice à la création d'entreprises? d'accord, Les choses ont quelque peu évolué, mais je continue de penser qu'on a trop de contraintes, d'accord. beaucoup trop de contraintes. La deuxième chose, c'est est-ce que on valorise les chefs d'entreprise? Est-ce qu'on dit à un moment donné le chef d'entreprise qui réussit, on trouve que c'est bien, on aime ça? Mhm. Ou sommes-nous toujours en train de dire on va le critiquer parce qu'il a gagné de l'argent, parce qu'il a un 4x4, parce Oui, que... Bon, oui, à un moment donné, vous ne pouvez pas critiquer des chefs d'entreprise et reprocher aux autres de ne pas l'être, puisque de toute façon, c'est pas valorisant. Et moi, je me rends bien compte de cela, puisque je vois bien que par moment, on n'a pas, on n'a pas la même, comment dire, rapport avec la réussite. Lorsque vous êtes dans des pays où vous voyez que les gens qui réussissent, on les porte, hein. mhm. Alors nous, on le fait plus sur le sport, c'est-à-dire que on va imaginer. Alors que je fais souvent, vous verrez, je fais souvent un parallèle entre le sport et l'entreprise. Mais on le fait souvent sur le sport, c'est-à-dire que quand on est fan de Marseille ou du PSG et qu'on a des Guadeloupéens qui sont dans l'équipe, là on trouve, même quand ils gagnent des sommes incroyables, Oui, ça choque personne. oui, effectivement. Maintenant, un entrepreneur qui quelque part va être très loin, parce que de toutes ces sommes, surtout en Guadeloupe, on ne parle pas des entreprises multinationales, on va trouver que finalement, il n'a pas beaucoup de talent. Mais pourquoi quelqu'un aurait un talent avec un ballon de football et l'autre n'aurait pas un talent avec toute sa réflexion et tout ce qu'il a mené? C'est là où je Toute voudrais sa quand même que richesse. je voudrais vraiment que les Guadeloupéens aient un autre rapport avec l'entreprise, qu'ils puissent se dire que c'est un endroit où on prend des risques, mais on les prend calculés. On n'est pas des suicidaires, on n'a pas envie on n'a pas envie de tomber, même si ça arrive à beaucoup d'entre nous, Mhm. et que la vraie valeur ajoutée, la richesse d'un pays se construit avec ses entrepreneurs. Mais c'est pour ça justement qu'on vous a fait venir et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que concrètement c'est vous les entrepreneurs qui créez l'emploi dans le pays. Donc c'est très important qu'on puisse réussir à savoir ce qu'il faut mettre en place. Et là on arrive à la deuxième question que je voudrais vous poser. Donc quelle évolution pour la Chambre des commerces et de l'industrie de Guadeloupe? Quelles sont les choses que vous pouvez peut-être soit améliorer, je ne sais pas, ou bien qu'il faudrait changer selon vous pour que les sociétés guadeloupéennes à l'avenir... Bon, je sais que vous n'avez pas la main sur tout ce qui est choix, charge et sur tout ce qui est au niveau de la loi, ça c'est normal, vous n'y pourrez rien. Mais est-ce que selon vous, il y a des choses que l'on peut améliorer de manière à faire baisser justement ce chômage, et de manière à aider les entrepreneurs, à ce que ce soit plus simple pour eux? Alors, il faut bien comprendre ce que c'est une chambre de commerce, et je vais essayer de faire simple. Allez-y. Nous avons ce qu'on appelle les missions régaliennes. Les Oui. missions régaliennes, c'est que pour le compte de l'État, puisque nous sommes un établissement public de l'État, Mhm. nous opérons un certain nombre de formalités, hein, la formalité des entreprises, l'enregistrement. Donc vous allez à la chambre de commerce pour
déposer vos statuts et il y a tout un processus qui va c'est ce qu'on appelle vulgairement le centre de formalité des entreprises. Et par la suite, on va accompagner ces entreprises tout au long de leur vie, soit par de la formation, soit par des événements sur lesquels on va essayer de donner du contenu aux entrepreneurs. La semaine avec mon banquier en est un, puisqu'on sait très bien qu'un entrepreneur, tout de suite, il est confronté avec celui qui voit comme étant un horrible personnage, alors qu'en réalité, il ne prête que l'argent des autres, c'est-à-dire celui qu'il a collecté. Et il faut qu'il en prenne soin, parce que la plupart de l'argent qu'il prête, c'est pas le sien, c'est le vôtre et le mien. Et l'argent des entreprises. Et puis après, on va aller vers du conseil, et puis en fin de vie, il y a aussi les difficultés. Donc quand vous avez des difficultés, il faut venir voir la chambre de commerce. On est là pour vous aider. Puis on arrive à la fin de vie, la transmission, c'est-à-dire comment transmettre son entreprise. Mais ce qui est le plus important pour les entrepreneurs, au-delà de toutes ces missions, c'est qu'une chambre de commerce, elle est là pour représenter les entreprises face aux autres opérateurs de la vie publique, c'est-à-dire l'État, la région, le département, les EPCI, les établissements publics communaux, et tout simplement pour faire en sorte que la dimension entreprise soit prise en compte. C'est-à-dire que un chef d'entreprise, il n'a pas le temps de défendre son entreprise et de dire ça c'est pas bon, ça vous allez dans le mauvais sens. Alors qu'une chambre de commerce, c'est son rôle. Alors, ça peut choquer quand je dis, par exemple, comment voulez-vous qu'on fasse de l'entreprise si on n'a pas d'eau? Bon, il y a des entreprises qui peuvent pas, c'est tout simplement pas possible. C'est pas choquant, vous avez parfaitement raison sur ce point. Et vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, quand je dis ça, je ne suis pas en train de lancer la pierre à ceux qui ont failli par l'eau. Mais je veux quand même qu'ils entendent que les conséquences de leur faillite, parce que c'est quand même pas les entrepreneurs de Guadeloupe qui ont fait qu'il n'y a pas d'eau à Guadeloupe. Bon. Et donc, nous, on subit ces conséquences. Quand il y a des communes qui ne peuvent plus payer les entreprises et que ces propres entreprises ne peuvent plus payer leurs salariés, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les communes ont dépensé trop et ne sont plus à même de payer leurs factures. Quand vous avez des communes qui augmentent les impôts et qui ont un poids fiscal sur les entreprises, on est là pour dire à un moment donné, non, si vous taxez les entreprises, vous détruisez de l'emploi. C'est mécanique. C'est tout le tissu économique, c'est ce que j'ai dit. Et c'est tout le tissu économique. Donc, si vous voulez, on essaie de défendre au mieux les entreprises pour faire en sorte qu'on comprenne mieux notre problématique. Les raccourcis sont terribles. Je vois toujours, j'ai un profond respect pour les organisations syndicales, mais quand par exemple vous payez, vous avez des charges qui sont quand même relativement importantes, on vous les diminue, on vous fait un cadeau. Mais quand on vous prend plus, c'est normal. Mais quand on vous diminue des charges, vous en payez encore beaucoup. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas vous dire qu'on vous fait un cadeau de ce que vous payez encore. Et c'est là où on a une incompréhension terrible avec tous ceux qui ne sont pas dans l'entreprise. Et moi, je constate une chose, c'est que ceux qui n'étaient pas dans l'entreprise et qui y sont venus découvrent ô combien c'est difficile de mener une entreprise. Oui. Et avant, ils étaient autant donneurs de leçons que tout le monde, c'est-à-dire ils disaient oui, c'est facile, oui, ils gagnent de l'argent. Puis quand ils se touchent à cette difficulté, ils se rendent compte que peut-être qu'ils avaient été un peu audacieux à penser qu'il suffit de faire une SARL, signer en bas de la feuille, ouvrir un compte en banque, appeler 2-3 clients et que ça y est, on allait rouler sur l'or. La chose n'est pas aussi simple que ça. Effectivement. Donc, moi, je vous ai posé la question de quel avenir, puisqu'il y a eu une réunion en début du mois de décembre où a participé avec la CCI Guadeloupe d'autres CCI, donc de la Martinique tout à l'heure en début d'émission, on parlait d'eux, de la Réunion et de la Guyane. Donc, alors, il me semble que vous avez eu une idée et que vous vouliez mettre justement quelque chose en place, quelque chose que vous avez abordé pendant cette réunion. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un petit peu ce que c'est, s'il vous plaît? Alors, pour arriver à cela, je vais vous dire pourquoi. D'abord, on s'est tous réunis. On a une association qui s'appelle l'Association des chambres de commerce de l'Outre-mer, la SIOM. Ce sont tous les présidents de chambres de l'Outre-mer qui ont décidé de se rassembler pour mutualiser nos moyens, pour faire des choses en commun et pour éviter que chacun dans notre coin on refasse les mêmes choses, parce que ça a un coût. Oui. Et donc, comme nous sommes dans nos entreprises en essayant de
de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons. Nous avons dit nous devons le faire au sein de la SIOM. Donc les premières résolutions qu'on a prises, c'est de se dire, chaque fois que quelqu'un aura une idée et qu'on veut tous la reproduire, plutôt que de faire chacun dans son coin, on participe à financer l'idée en commun et chacun pourra la déployer sur son territoire. Et en bénéficier. Ça, c'est une très bonne idée. On peut même se poser la question pourquoi ça n'avait pas été fait avant. Je suis, maintenant que vous le dites, oui. Mais vous savez, il faut mieux maintenant que jamais. Oui. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est que comme nos finances diminuent, il y a probablement des fonctions support. Alors, c'est quoi une fonction support? C'est, exemple, une direction financière, la direction des ressources humaines, tout ce qui fait la paye. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à un moment donné à faire en sorte qu'on mutualise cela et pour faire en sorte qu'on dégage des économies pour les mettre au profit des entreprises. Alors bien sûr, c'est plus compliqué, parce que si je dis, et j'explique en Guadeloupe, que la paye va être faite en Martinique, parce que finalement on n'a gardé qu'une seule paye, mais que la direction financière sera en Guadeloupe, que tel ou tel système informatique sera là, on va me dire, ah non, mais on veut nos affaires à nous, enfin vous connaissez le système, on ne veut pas partager avec les autres. Mais si on veut faire des économies, ça sera à ce prix. Et si on veut avancer aussi, surtout. Et puis après, il y a une dernière chose où on a, qui est à mon avis encore plus importante, c'est que, vous savez, on construit toujours mieux lorsqu'on rassemble, j'ai envie de dire, toutes les énergies, tous les projets, plutôt que travailler seul dans son coin. Oui. Ensemble, on va plus loin. Oui. Et donc, on est parti du principe qu'il faut absolument qu'on compare nos visions, comment on voit l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises, et dégager un socle commun qu'on va défendre auprès des politiques, auprès du gouvernement, pour dire, si l'emploi, c'est votre préoccupation, voilà à minima ce que vous devez faire pour l'outre-mer, pour qu'on gagne quelques points de croissance et qu'on puisse apporter une réponse, au final, à des personnes qui n'ont pas d'emploi, mais surtout à vos électeurs également. En plus, exactement. Donc merci pour cet éclairage, parce que justement, on se posait la question. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place assez rapidement? Vous avez déjà commencé? Alors, on a déjà commencé, parce que si vous voulez, on a fait cette première réunion. Depuis, on en a fait une deuxième. Très bien. Donc, on va avoir une troisième réunion au début de l'année où on va commencer à être plus dans l'opérationnel. Ce qui veut dire que quelque part, des décisions vont être prises, parce qu'après, il faut que chacun des bureaux des chambres de commerce puisse donner leur accord sur une méthode. Les présidents réfléchissent, mais un président, c'est un bureau. Je n'agis pas tout seul. Donc, on travaille. Le bureau est bien sûr au courant et encore heureux de ce que je vous dis, parce qu'autrement, il dirait, mais qu'est-ce que fait le président de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe alors qu'on n'est pas au courant? Donc, d'ailleurs, à cette première réunion, ils étaient associés. Et puis là, on va venir avec un projet qui va être discuté par les chambres. Et j'espère que dès 2021, on aura déjà des premiers projets concrets qui vont nous permettre d'évaluer les économies et comment on va redéployer vers d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour les entreprises. Parce qu'une chambre de commerce, ça n'a de sens que si ça apporte un réel service aux entreprises. D'accord. Et dernière chose, alors je vais vous poser la même question que j'ai posée au président de la Chambre des métiers. Une ouverture, qu'est-ce que vous en pensez de plus d'ouverture pour les entreprises? Je sais que la région a déjà commencé à signer des partenariats avec des pays de la Caraïbe. Est-ce que vous pensez que ça peut être un plus pour nous? Bon, vous savez, rayonner autour dans notre environnement, c'est quelque chose qui paraît assez normal, même si on peut considérer que la plupart de nos échanges se font avec la France métropolitaine, que ce soit au niveau des marchandises que des touristes d'ailleurs. On pourrait se dire les marchandises, c'est un peu plus compliqué, il y a des normes. Mais là, les touristes, il n'y a pas de normes. Un Allemand, un Espagnol, un Italien, un Belge, peu importe, toute la communauté européenne peut venir ici sans grande difficulté. Donc on ne va pas dire que c'est un problème de normes, parce que là, il n'y a pas de visa. Et pourtant, on travaille essentiellement avec le marché métropolitain. Alors, pourquoi? On peut se dire simplement, déjà, il y a une habitude, il y a des lignes aériennes, des lignes portuaires, qui n'existe pas forcément ailleurs. Oui, il y a déjà tout un système mis en place. Il y a un langage. Oui, on parle français. Il y a le droit, parce qu'il faut sécuriser tout ça. Donc, je profite au passage pour dire que la Chambre de commerce a lancé un projet très important qui est l'OADAC, qui est une chambre d'arbitrage pour les personnes qui vont faire du commerce en dehors
alors, on peut le faire également en métropole, mais c'est surtout fait pour ceux qui vont faire du commerce dans la Caraïbe. Parce que s'ils relèvent du tribunal de New York, la moindre petite procès va leur coûter une fortune. Alors que là, on va avoir une chambre d'arbitrage qui est reconnue par l'ensemble des pays de la Caraïbe, où on va pouvoir traiter des problèmes, des petits différends. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait du business, on pense toujours qu'il ne va jamais avoir de difficultés. La réalité est tout autre. Et quand on ne va pas se battre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, qui a tort, qui a raison, est-ce qu'il y a des indemnités ou pas. Donc oui, il faut pas ne pas regarder autour de nous ce qui s'y passe. Cependant, je constate que c'est plus difficile. Et je voudrais dire simplement aux entrepreneurs qui nous écoutent qu'il faut d'abord être très fort chez soi avant d'aller voir ailleurs. C'est pas celui qui se dit bon, je vois mon salut en allant à l'international parce que sur place c'est difficile. Je crains le pire. Voilà, et j'ose le lui dire. D'accord. Bon, très bien. Et l'entrepreneuriat, donc en Guadeloupe, il se porte comment, justement? Est-ce qu'on est très fort chez nous? Vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais qui disait que la Guadeloupe était le département le plus dynamique des Outre-mer, mais aussi de France en nombre de création d'entreprises. Oui. Et je pense que c'est vrai, on se rend bien compte. On a quand même un alignement en ce moment qui me paraît très favorable. Bon, la route du Rhum est quelque chose que la Guadeloupe est la seule à avoir de l'outre-mer, qui est un événement majeur. On peut dire que c'est un peu les Jeux olympiques de la voile. C'est pas rien, cette course en solitaire. On se rend compte qu'on a, en dehors de ça, de très belles entreprises. On en parle très peu, qui ont réussi à s'exporter, à se vendre à des grandes compagnies comme des banques qui ont racheté des entreprises qui ont été créées ici. On essaie justement de les présenter toutes les semaines. Donc c'est des success stories, des vrais success stories. Et puis vous avez, on est dans tous les domaines. Je fais toujours le sport, la culture, aussi tout ce qui touche, parce qu'on n'a pas l'impression que ça veut dire grand-chose. Mais quand vous avez une première dauphine Miss Monde et une Miss France. C'est très important. C'est ce qu'on disait ne serait-ce que quand vous regardez la télévision, vous avez une émission sur elle et sur cette Miss et elle parle de la Guadeloupe. Et on parle de la Guadeloupe. Oui. Alors, ça peut paraître un tout petit peu... J'essaie de donner un peu de sens, mais chaque fois que dans une chaîne nationale, vous allez dire le mot Guadeloupe, c'est peut-être 100 clients en plus. Je suis d'accord sur ce point. C'est un grand principe. On a reçu le comité qui les a formés. Et vous allez voir que le fait qu'on soit, que la Guadeloupe ait son énième, je ne sais plus combien, si c'est pas 5 Miss France qu'on a déjà eu, c'est énorme. 3 au total? Non, il y en a plus. Non, il y en a 3. Il y en a eu 3. De Guadeloupéennes. De Guadeloupéennes? 4. Moi, vous voyez ce que je veux dire? Effectivement. Parce que j'allais vous en citer déjà 4. Donc là, c'est la 4e. Bon. Et ça veut dire pour un petit pays, pour un petit département de la Guadeloupe, avoir 4 Miss, avoir des médaillés olympiques autant de talents, comme on en a eu toutes les semaines. Je pense à l'escrime, je pense à l'athlétisme, je pense au judo. J'ai envie de dire qu'on a quand même, on parle de nous quand même relativement souvent. On a un bon bassin. Et j'ai quand même l'impression que le fait qu'on parle de nous aussi souvent, si on a une petite avance sur la Martinique, parce que je le crois, je ne fais pas de chauvinisme aucun. On était derrière, maintenant on est devant. C'est parce que finalement, beaucoup de choses nous réussissent. Beaucoup de choses nous réussissent. Et moi, je voudrais dire aux Guadeloupéens, ayez confiance dans votre avenir. Soyons sereins, battons-nous, parce que les choses ne sont pas faciles. Je comprends la difficulté des uns et des autres. Je comprends que ce n'est pas facile tous les jours. Mais rien ne serait pire que de douter. Bon, c'est très bien, c'est le mot de la fin et c'est un très beau mot de fin puisque c'est ce qu'on dit, là c'est notre 2e saison, mais c'est ce qu'on vous dit, en première saison on vous a dit la même chose, n'hésitez pas à créer, souvent on présente des gens, là je sais pas si vous connaissez les montres, les Guadeloupéens qui ont fait des montres de luxe qui se sont lancées justement et ça cartonne, donc n'ayez pas peur. Voilà. Ceux qui ont fait des lunettes aussi. Des lunettes aussi, donc tout ça ce sont des choses que nous faisons en Guadeloupe, comme je dis, nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui tentent, qui essaient de créer, de poser des diplômes, de réussir des choses. Exactement. Donc tout ça, ce sont des gens, justement, qu'on va vous présenter au fur et à mesure, parce qu'il y en a tellement que, comme ça, vous allez pouvoir avoir une autre vue, surtout une autre vision, une autre visibilité sur l'entrepreneuriat de Guadeloupéens chez nous. Donc merci beaucoup
Monsieur Patrick Vial-Collet, d'être passé dans notre émission et d'avoir fait ce point justement pour parler de l'entrepreneuriat en Guadeloupe. C'est moi qui remercie l'entreprise Canal 10 parce que vous êtes avant tout une entreprise. Oui. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Oui, mais c'est vrai qu'on a de vraies guerrières, je dirais. Nous avons donc Lisa, Odile et tout qui mènent vraiment la barre comme elle peut et elle le mène quand même très bien parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc vous connaissez déjà le système. Mais merci d'être venu nous faire ce petit point. J'espère vous revoir l'année prochaine pour faire le point sur l'année 2020. J'ai jamais refusé vos invitations, quelles qu'elles soient. Très bien. Donc, si vous pensez à moi, je serai toujours à vos côtés pour vous parler de l'entreprise et des entrepreneurs. Bon, très bien. N'hésitez pas pour l'année à venir à nous envoyer toujours les éléments pour quand il y a des formations et toutes ces choses-là. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisque là, nous sommes sur la période. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous, enfin de bonnes fêtes de Noël au moins, puisque là, ça va être les jours fériés qui vont arriver à grands pas. N'oubliez pas que c'est boire ou conduire, bien évidemment, mais amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.